suis content de vous retrouver une autre fois dans ce petit cours de synthèse thérapeutique. Donc on a choisi de vous traiter les antiparkinsoniens et les antiépileptiques parce que on estime qu'avec la fréquence de ces deux maladies, le médecin généraliste ou la pratique de médecine générale, il a une grande place. Il a une grande place parce que vous êtes en première ligne. C'est vous qui recevez le malade. C'est vous, en tant que médecin généraliste, qui reçoit l'épileptique en premier, qui est amené par sa maman en consultation de médecine générale. La même chose, en médecine générale, vous voyez beaucoup de cas de gériatrie. Et parmi les motifs de consultation qui font amener les patients âgés, c'est les difficultés de la marche qui font annoncer le diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc pendant ces deux cours-là, on va essayer de vous rappeler quelques éléments de la pathologie, mais la majeure partie du cours va porter sur la prise en charge thérapeutique. Donc à la fin de ce cours, il faut bien maîtriser ou répondre à des objectifs qui sont connaître la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Dans la synthèse thérapeutique, quel que soit le cours, il faut connaître la physiopathologie, d'accord? Parce que de là, on va deviner nos actions thérapeutiques. Il faut connaître les bases pharmacologiques des traitements de la maladie de Parkinson, distinguer les différentes classes d'antiparkinsoniens, connaître les mécanismes d'action des différentes classes d'antiparkinsoniens et bien évidemment connaître les effets indésirables. Parce que toute prescription d'un médicament, elle répond à une logique. C'est la balance entre l'efficacité, mais également les effets secondaires. Donc la maladie de Parkinson est la cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien. D'accord? Et ce syndrome parkinsonien, il va se traduire par une akinésie, une bradykinésie et une hypokinésie, avec à l'examen clinique une rigidité plastique et un tremblement de repos. C'est des choses qu'on a vues dans le cours de pathologie de sémiologie et déjà de pathologie neurologique en 4e année. L'existence d'un syndrome parkinsonien, elle témoigne d'un déficit en dopamine. La dopamine, c'est un neuromédiateur qui est capital pour le fonctionnement du noyau gris centraux. Donc tout déficit, tout syndrome parkinsonien, il est en rapport avec un déficit en dopamine. Ce déficit en dopamine peut être secondaire soit à un processus neurodégénératif. Ça veut dire que les neurones qui produisent la dopamine vont mourir et ne vont plus produire la dopamine. C'est ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens dégénératifs et en chef de file, la maladie de Parkinson. D'accord? Et puis, on a ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens secondaires. Et parmi les causes des syndromes parkinsoniens secondaires, vous avez les syndromes parkinsoniens médicamenteux en rapport avec une prise de neuroleptiques. Et à ce moment-là, les neuroleptiques vont entraîner un syndrome parkinsonien parce qu'ils entrent en compétition avec la dopamine et vont bloquer les récepteurs de la dopamine. Vous allez deviner que dans les syndromes parkinsoniens des neuroleptiques, l'apport de la dopamine ne va pas améliorer votre patient parce que le problème, c'est un blocage des récepteurs. Alors que dans la maladie de Parkinson idiopathique, vous avez un déficit de synthèse de la dopamine. Donc le traitement déjà, vous allez compenser ce déficit en dopamine. Le diagnostic de la maladie de Parkinson est clinique, en se basant sur la triade parkinsonienne. La réalisation d'examens complémentaires est indiquée en cas d'atypie clinique. Rappelez-vous, l'année dernière, on a parlé de drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, ce sont des anomalies qu'on trouve à l'anamnèse ou l'examen physique qui nous disent que finalement, c'est possible que ce ne soit pas une maladie de Parkinson idiopathique, qu'il s'agit plus des syndromes parkinsoniens dégénératifs. Rappelez-vous, l'année dernière, on a parlé de démence accordée Léwy, on a parlé de la dégénérescence cortico-basale, l'atrophie multisystématisée. D'accord? C'est important de connaître ça parce que les autres maladies, les autres syndromes parkinsoniens dégénératifs ne répondent pas à la dopathérapie. Donc on dit toujours dans les cours de synthèse thérapeutique,
un bon traitement, il commence déjà par un bon diagnostic. Ça veut dire, si ce n'est pas une maladie de Parkinson idiopathique et que vous êtes sûr, vous êtes dans l'erreur diagnostique et vous donnez de la dopamine, le fait que le patient ne s'améliore pas va vous déranger. Vous allez dire, comment c'est pas possible? Je suis face à une maladie de Parkinson, j'ai apporté la dopamine pour tout le patient, c'est grave. C'est contre le diagnostic, c'est contre l'évolution normale, mais c'est parce que ce n'est pas une maladie de Parkinson. Donc les drapeaux rouges, c'est déjà l'aggravation rapide d'un tableau parkinsonien. La non-réponse à la dopathérapie, rappelez-vous, l'élément principal du diagnostic de la maladie de Parkinson, c'est la triade, mais également c'est la réponse à la dopathérapie. La présence d'une démence. La démence, un malade sur deux, dans les phases évolutives de la maladie, vont avoir une démence. Mais si vous faites le diagnostic aujourd'hui, les premiers mois, le patient a déjà une démence, c'est un élément qui doit faire recuser le diagnostic de la maladie de Parkinson. Le fait que vous avez une paralysie oculomotrice associée à un syndrome parkinsonien, il faut penser à d'autres diagnostics, la paralysie supranucléaire progressive, le fait que vous avez des signes neurovégétatifs, une hypotension orthostatique, doit faire rechercher ce qu'on appelle l'atrophie multisystématisée. D'accord? Donc les drapeaux rouges, c'est important à connaître parce qu'ils peuvent orienter vers un autre syndrome parkinsonien. Chez les sujets, il est important d'exclure la maladie de Wilson. Donc un syndrome parkinsonien, qu'il soit typique ou atypique, chez l'adulte jeune, même avec une bonne réponse à la dopathérapie, il faudrait éliminer la maladie de Wilson. L'évolution de la maladie de Parkinson, malheureusement, elle est bien connue. Et vous allez voir que c'est une évolution vers le sens aggravation. Au départ, on parle d'une phase de diagnostic. C'est la phase où le patient consultera pour des symptômes qui n'ont rien à voir avec la maladie de Parkinson. Genre de douleur rhumatismale, parce qu'à cause de la kinésie, à cause de l'hypertonie plastique, le patient va avoir des douleurs rhumatismales. C'est quelqu'un qui va traîner en consultation de rhumatologie. Un patient qui peut venir pour un syndrome dépressif, qui va traîner dans les consultations de psychiatrie. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de diagnostic où il est responsable de beaucoup d'erreurs ou d'errances diagnostiques. Par la suite viendra la phase du syndrome parkinsonien authentique et qui a la particularité de bien répondre aux antiparkinsoniens. On parle de lune de miel. D'accord? Le patient, il va voir ses symptômes complètement améliorés suite aux premières prises de la dopathérapie. Quelques années plus tard, on va avoir ce qu'on appelle la phase de complication motrice, d'accord, qui est caractérisée par deux choses, l'aggravation des symptômes, mais également les fluctuations motrices. Ça veut dire que cette amélioration pendant toute la journée ne sera plus possible et le patient va voir son état varier d'un état off à un état on. La variation, le passage d'un état on à off, c'est le passage d'un état non parkinsonien amélioré, brutalement un état parkinsonien. C'est-à-dire le patient, il deviendra en consultation, vous dira que oui, je suis très bien le matin, mais à 11h, je deviens complètement bloqué et c'est brutal. D'accord? La deuxième phase, ce qu'on appelle, pendant cette phase également, à part les fluctuations motrices, on va avoir ce qu'on appelle les dyskinésies. Ce sont des mouvements anormaux, dystoniques, choréiques, cathésosiques, qui sont en rapport avec des effets secondaires de la dopathérapie. Et puis, la dernière phase, c'est la phase de déclin, vraiment la phase terminale, qui est associée à des signes axiaux, une dysarthrie, une dysphagie, et puis des troubles cognitifs et comportementaux, un syndrome dissociatif, une démence, une psychose. Le traitement, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez un manque de dopamine. On va apporter de la dopamine. D'accord? La dopamine, on va l'apporter soit sous forme de dopamine brute, d'accord? Soit qu'on va donner des médicaments dont la structure biochimique très dimensionnelle, il ressemble à la dopamine, il va se fixer sur un récepteur dopaminergique, il va exercer l'effet
similaire de la dopamine sans que ce soit une substance dopaminergique. C'est ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. Donc, le traitement, soit de la L-Dopa, soit les agonistes dopaminergiques. Et puis, on peut proposer la chirurgie, c'est dans les stades de complications motrices. Lorsque vous avez des fluctuations motrices, lorsque vous avez des dyskinésies induites par la dopa, parce qu'une fois que vous donnez la L-Dopa, le patient il est amélioré, malheureusement il va commencer à faire des dyskinésies dopa induites, à ce moment-là, il faut proposer la chirurgie. L'éthiopathogénie de la maladie, il est inconnu. On parle de facteurs génétiques parce qu'il y a beaucoup de cas familiaux, environ de 15% des patients des cas familiaux de maladie de Parkinson, et puis on parle de facteurs de l'environnement. Pourquoi? Parce que la maladie de Parkinson elle est plus fréquente chez certaines populations, notamment les agriculteurs. On incrimine les pesticides, les travailleurs dans les mines, on parle d'une toxicité du manganèse. Bref, la physiopathologie ou l'éthiopathogénie est inconnue, mais on incrimine deux facteurs génétiques et des facteurs de l'environnement. Sur le plan neuropathologique, la maladie de Parkinson idiopathique est en rapport avec une perte progressive des neurones dopaminergiques de la voie négrostriée. On commence à avoir les symptômes lorsque déjà on a une perte de 60%, d'accord? Et le processus dégénératif va continuer à faire détruire les neurones. C'est pour ça que le patient va s'aggraver avec le temps. Donc c'est un message clé dans la consultation. Une fois on annonce le diagnostic, par le message clé qu'on annonce à votre patient, c'est qu'on va lui dire que, monsieur, on va instaurer un traitement pour une maladie chronique, mais cette maladie chronique a la particularité de s'aggraver avec le temps. De l'intérêt d'instaurer une stratégie thérapeutique qui va faire répartir nos options thérapeutiques sur des années. L'objectif n'est pas d'améliorer le patient 1 mois, 2 mois. L'objectif, c'est de répartir le traitement pour qu'il soit amélioré de façon optimale pendant plusieurs années. Cet objectif-là, il est difficile à atteindre. Déjà parce que vous avez des complications au traitement. On a dit que le fait d'utiliser la dopathérapie en long cours, ça expose votre patient à des complications de la dopathérapie. Deuxième contrainte pour assurer cet objectif au long cours, c'est que finalement, on n'a pas beaucoup d'options thérapeutiques. Autant, par exemple, pour les épilepsies, vous allez voir, on a une trentaine de molécules. Mais pour les antiparkinsoniens, on n'en a pas beaucoup. On a la L-Dopa, les agonistes dopaminergiques, et puis des traitements d'appoint. Donc finalement, on a 2 classes thérapeutiques. Donc c'est important de connaître ça et de bien transmettre à votre patient le message qu'il faudrait avoir un suivi régulier dans le cadre d'une stratégie thérapeutique. Donc le processus dégénératif, on a parlé de la voie négrostriée. Finalement, les patients, depuis les premières descriptions de la maladie de Parkinson par James Parkinson, il a parlé de symptômes non moteurs. À part la kinésie, l'hypokinésie, l'hypertonie plastique, il a parlé de troubles sensitifs, des troubles de comportement, un syndrome dépressif. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle l'atteinte des autres systèmes autres que le système négrostrié, et ça explique pourquoi finalement, lorsqu'on traite les patients par la dopathérapie, ils ne sont pas améliorés côté troubles de l'humeur, troubles attentifs, troubles de comportement, troubles sensitifs. C'est parce qu'il y a une atteinte des autres systèmes en dehors de la voie négrostriée. Sur le plan neuropathologique, en dehors de la perte des neurones, on a ce qu'on appelle la présence de corps de Lévy, qui sont des inclusions intraneuronales contenant des agrégats à neurones d'alpha-synucléine. Regardez ici la substance noire. Chez une personne normale, il est noir parce qu'il est riche en dopamine. Regardez la dépigmentation en rapport avec la perte du neurone dopaminergique, une section horizontale du mésencéphale. Sur le plan physiopathologique, un syndrome parkinsonien est en rapport avec une altération des circuits neuronaux que constituent les noyaux gris centraux. Ces noyaux gris centraux, ils sont organisés en un système qui comporte une porte d'entrée. La porte d'entrée est représentée par le nucleus striatum. Le nucleus striatum est composé par la tête du noyau caudé et le noyau lenticulaire. Il y a un système de sortie qui est représenté par le thalamus. Bien évidemment, avec des structures intermédiaires qui sont représentées par le noyau isothalamique, le globus pallidus externe, le globus pallidus interne, et bien évidemment la substance noire du tronc cérébral. Regardez comment
ce système il fonctionne? Vous avez une entrée qui reçoit les afférences stimulatrices glutamatergiques du cortex cérébral. D'accord? Vous avez un système de sortie représenté par le thalamus qui va exercer son effet glutamatergique excitateur sur le cortex. Et vous avez entre les deux systèmes, entre l'entrée et le sortie, une modulation par les neurones négro-striés. Regardez, la voie négro du noyau de la substance noire au striatum et qui va finalement moduler le fonctionnement de ce système. Lorsqu'on essaie de décortiquer ce système, on va voir qu'il se compose de deux voies, la voie directe et la voie indirecte. D'accord? La voie directe et la voie indirecte, ils sont médiés par la dopamine qui va exercer son effet soit sur les récepteurs D1, soit sur les récepteurs D2. Donc à l'état normal, lorsque la personne décide de faire un mouvement, le cortex cérébral il va envoyer ses afférences stimulatrices au nœud striatum. D'accord? On va expliquer la voie directe puis la voie indirecte. Donc une fois le nœud striatum il va être stimulé, il va sécréter du GABA. Le GABA est un neuromédiateur et inhibiteur. Celui-là, il va exercer son effet sur le globus pallidus interne. Ce globus pallidus interne, qui est la partie externe du pallidum, il a la particularité d'avoir tout le temps une activité inhibitrice spontanée. Ça veut dire qu'à chaque moment, à chaque instant, le GPI, il exerce une influence inhibitrice sur le thalamus. Et par conséquent, le thalamus, il exerce un effet inhibiteur sur le cortex. Donc, une fois on veut faire un mouvement, le glutamate, il va activer le nœud striatum. Le nœud striatum, il va sécréter le GABA. Ce GABA, il va inhiber l'effet inhibiteur qu'exerce le GPI sur le thalamus. C'est ce qu'on appelle la levée de l'inhibition. Si moi j'inhibe cette action, quelqu'un qui va m'inhiber, va inhiber finalement cette action. Et le thalamus va se retrouver finalement libre pour exercer une action activatrice sur le cortex cérébral. Est-ce que vous suivez? La levée de l'inhibition. L'inhibition de l'inhibition. L'inhibition de l'inhibition. C'est l'activation. Donc, la voie directe est une voie finalement stimulatrice. La voie indirecte, la même chose, cortex, glutamate, nœud striatum. Le nœud striatum, il va exercer, une fois il est stimulé, il va sécréter la même chose, le GABA. D'accord? Le GABA, il va exercer son effet inhibiteur sur le globus pallidus interne. D'accord? Ce globus pallidus interne, normalement, il a une activité inhibitrice sur le GABA, une activité inhibitrice sur le noyau sous-thalamique. Ce noyau sous-thalamique, à l'instar de GPI, celui-là, il a une activité spontanée, mais par contre activatrice. Ça veut dire autant pour le GPI, il travaille tout le temps en inhibant le noyau sous-thalamique, le noyau sous-thalamique, par contre, il est tout le temps activateur. Il est tout le temps activateur du globus pallidus interne. Donc, à chaque moment que le noyau sous-thalamique il fonctionne, il va activer le GPI et le GPI va exercer un effet inhibiteur sur le thalamus. Donc, le fait que le nœud striatum il est activé, il va sécréter le GABA. Le fait que le GABA il est sécrété, il va inhiber le GPE. Le fait que le GPE il est inhibé, il ne va plus sécréter le GABA. D'accord? Normalement, le GABA, il inhibe le noyau sous-thalamique. Donc, le fait que le GPI n'exerce plus son effet inhibiteur sur le noyau sous-thalamique, ça veut dire que le noyau sous-thalamique, il va tout le temps n'exerce plus son contrôle sur le noyau sous-thalamique, et de ce fait, le noyau sous-thalamique, il va exercer son effet sur le GPI. Donc, autant pour la voie directe, elle est activatrice, la voie indirecte, elle est inhibitrice. Finalement, à l'état normal, on assure, ou le corps, ou le cerveau, il contrôle, il assure un fonctionnement normal, parce qu'il y a un effet d'équilibre entre la voie directe et la voie indirecte. Cet équilibre, cette modulation, il est assuré par ces afférences
dopaminergiques qui vont apporter la dopamine de la substance noire jusqu'au striatum. Donc le fait que vous manquez en dopamine à ce niveau-là va entraîner un déséquilibre de cette voie en faveur d'un excès de la voie indirecte inhibitrice sur la voie directe excitatrice. Ceci explique les symptômes négatifs de la maladie de Parkinson. La rigidité, la kinésie, l'hypokinésie, la bradykinésie. Par contre, cette physiopathologie n'explique pas les symptômes positifs, le tremblement de la maladie de Parkinson, pour lequel on n'a pas d'explication physiopathologique. Donc voilà, on a un manque de dopamine, on a un déséquilibre de la voie directe et indirecte. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette synthèse de la dopamine. La dopamine, il provient d'un acide aminé qui est apporté par l'alimentation. D'accord? La L-tyrosine. La L-tyrosine, il traverse déjà la barrière intestinale, il va se retrouver au niveau du sang, il va subir un transport actif à travers la barrière hémato-encéphalique. Il va être capturé par le neurone, il va subir l'action d'une enzyme, la tyrosine hydroxylase. D'accord? D'ailleurs, le fait qu'il faudrait avoir l'action de cette enzyme est un facteur limitant la synthèse de la dopamine. Et l'activité de la tyrosine hydroxylase, elle est régulée par son état de phosphorylation. Et l'état de phosphorylation de la tyrosine hydroxylase est en rapport avec la stimulation des neurones dopaminergiques. Donc, vous avez la L-tyrosine qui va subir l'effet de la tyrosine hydroxylase pour donner la L-dopa. La L-dopa, par la suite, il va décarboxyler par ce qu'on appelle la dopamine décarboxylase pour finalement donner la dopamine. Regardez ici. Donc, système intestinal, passage, la tyrosine se retrouve au niveau du système nerveux central. Il va subir tout d'abord l'effet de la tyrosine hydroxylase pour donner la L-dopa. La L-dopa va être décarboxylée par la dopa-décarboxylase pour donner finalement la dopamine qui va être mise dans les vésicules synaptiques et par la suite va être libérée dans la fente synaptique et exercer son effet sur les récepteurs post-synaptiques. D'accord? Une fois il exerce son effet, la dopamine il est recapté par l'extrémité présynaptique. Regardez, il est recapté et puis il est dégradé par ce qu'on appelle la monoamine oxydase. D'accord? Il peut passer dans la circulation périphérique et dégradé par ce qu'on appelle toujours les monoamine oxydases périphériques ou le catechol ou méthyltransférase. Donc vous allez deviner que pour améliorer ce déficit en dopamine, vous allez soit apporter la dopamine. D'accord? Malheureusement, la dopamine au niveau périphérique, lorsqu'il est introduit au niveau du sang périphérique, il est incapable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc on est obligé de donner déjà de la L-dopa, qui par contre il est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique pour être transformé ou décarboxylé au niveau central par la dopa-décarboxylase, de donner de la dopamine. La chose qu'il faudrait connaître, c'est qu'au niveau périphérique, on a ce qu'on appelle la dopa-décarboxylase. Donc le fait de donner la L-dopa par voie intestinale va faire qu'une bonne partie, on parle de 50% à 60% de la L-dopa au niveau intestinal qui se retrouve au niveau de la circulation périphérique, va être décarboxylée en dopa-décarboxylase. Et on va avoir finalement la dopa au niveau périphérique. Ceci est responsable de deux choses. Déjà, ça réduit l'efficacité parce que la disponibilité du médicament est diminuée. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle les effets secondaires périphériques de la dopamine, qui sont très nombreuses et qui constituent une limitation à l'utilisation des médicaments. Donc, on va apporter de la L-dopa, soit on va augmenter la biodisponibilité de médicaments en réduisant l'effet, par exemple, de la monoamine oxydase, qui finalement va détruire la L-dopa, la dopamine, ou la COMT, le catechol ou méthyltransférase. On va donner des médicaments qui vont diminuer l'activité enzymatique, ça va augmenter la biodisponibilité de la dopamine.
Bien évidemment, la troisième piste thérapeutique, c'est qu'on va donner un médicament qui ressemble à la dopamine, les agonistes dopaminergiques, qui va exercer son effet sur l'extrémité postsynaptique. Est-ce que c'est clair? C'est important de connaître parce que finalement, c'est le cours. Donc, les récepteurs postsynaptiques, vous avez 5 sous-types qui sont organisés en 2 formes, soit les récepteurs D1, soit les récepteurs D2. Ce qu'il faudrait connaître, c'est qu'il y a un effet de neuromodulation. Une fois la dopamine est stimulée le D1, il va inhiber automatiquement le récepteur D2. Donc, les approches pharmacologiques, on va compenser le déficit en dopamine. D'accord? Et puis, les études, ils ont démontré que lorsque on a une insuffisance de dopamine, le fait d'inhiber, le fait de ne plus avoir le fait d'avoir un effet inhibiteur du striaton par la voie indirecte, ça donne une hyperactivité cholinergique qui fait que finalement on a les symptômes de la maladie de Parkinson. Le fait de réduire l'hyperactivité cholinergique a un effet bénéfique sur les symptômes du Parkinson. D'accord? Donc nos approches thérapeutiques, ils vont soit réduire l'hyperactivité cholinergique en donnant les anticholinergiques, soit qu'on va compenser le déficit en dopamine, soit par l'apport de la dopamine, soit par la stimulation des récepteurs dopaminergiques par les agonistes dopaminergiques, soit on va empêcher le catabolisme, la dégradation de la dopamine par l'inhibition de la monoaminoxydase B et le catechol O-méthyltransférase, soit qu'on va augmenter la libération de la dopamine à partir des terminaisons nerveuses, et ça a été hypothétique et découvert par l'administration de façon hasardeuse dans les séries, lorsqu'on a étudié l'effet de la dopathérapie, on a constaté que les patients qui sont mis sur la montadine, qui est un agent antiviral, on a vu que leur état est nettement amélioré. Et depuis là, on prescrit la montadine comme étant un traitement d'appoint de la maladie de Parkinson. Il permet d'augmenter la libération de la dopamine, mais les mécanismes vraiment physiopathologiques ils sont incertains. On peut également empêcher la recapture de la dopamine. Donc voilà le schéma, et vous explique tout. Donc L-Dopa, au niveau périphérique, elle est décarboxylée par la dopamine décarboxylase. Donc on peut inhiber la dopamine décarboxylase. La dopamine, une fois elle est retrouvée, elle est dégradée par le CAMP, soit par la monoaminoxydase. Donc on peut inhiber la monoaminoxydase ou catechol O-méthyltransférase. Ces deux éléments, ils vont permettre finalement de mettre en disponibilité la dopamine, et puis on va réduire leur effet secondaire périphérique. La même chose, la L-Dopa, elle va entrer dans le système nerveux central, elle va être décarboxylée en dopamine. Ce dopamine, ça c'est une erreur, d'accord? Ça c'est plutôt le monoaminoxydase. Il est transféré, il est dégradé par la monoaminoxydase. On va inhiber la monoaminoxydase ou on va inhiber le CAMP. Donc c'est finalement le cours. Donc les médicaments, soit les agonistes dopaminergiques, soit on va améliorer le métabolisme de la dopamine. Donc finalement les approches thérapeutiques. Tout d'abord les anticholinergiques. Les anticholinergiques, ils réduisent l'hyperactivité cholinergique striatale qui résulte de la réduction de tonus inhibiteur dopaminergique. Ils sont sans erreur, vraiment ils permettent de réduire la rigidité et le tremblement. Ils sont par contre peu actifs sur la kinésie. Malheureusement, actuellement, avec l'avènement de la dopathérapie, l'avènement des agonistes dopaminergiques, la chirurgie, l'utilisation des anticholinergiques est très limitée. Donc les anticholinergiques sont des antagonistes muscariniques au niveau central et périphérique. Au niveau central, l'inhibition au niveau du striatum explique l'efficacité antiparkinsonienne. Leur efficacité, leur effet sur l'axe cortico-hippocampique explique certains effets secondaires de médicaments, notamment les troubles de mémoire, les syndromes confusionnels. Ça veut dire déjà, si vous avez quelqu'un avec un état cognitif précaire, avec un syndrome confusionnel, un sujet trop âgé, le fait de donner des anticholinergiques précipite l'aggravation de ces troubles cognitifs. Ça veut dire un patient trop âgé ou déjà avec des plaintes cognitives ou un état préconfusionnel, le fait de prescrire ces médicaments-là va précipiter l'apparition d'un authentique syndrome confusionnel. Également, ils ont un effet périphérique qui limite leur utilisation.
la diminution des sécrétions salivaires, lacrymales, digestives, diminution du péristaltisme digestif avec diminution des capacités d'accommodation. Le pharmacocinétique, il est très mal connu. Ce qui est sûr, ce sont des médicaments qui ont une résorption digestive rapide et complète avec un Tmax d'1 heure. La demi-vie d'élimination est d'environ 3 heures et le métabolisme est partiellement hépatique. Les effets secondaires majeurs qui limitent l'utilisation des anticholinergiques sont la sécheresse buccale, syndrome sec, trouble de l'accommodation, une rétention urinaire avec une constipation. Ces effets secondaires, ils sont dose dépendants. Ça veut dire que si vous augmentez la dose, le patient risque de faire les effets secondaires. C'est des médicaments qu'il ne faudrait pas utiliser avec les psychotropes. Si vous les utilisez avec les psychotropes, vous précipitez l'apparition d'un syndrome confusionnel. Et puis, c'est des anticholinergiques qui ont des contre-indications formelles, la présence d'un adénome de prostate et la présence d'un glaucome à angle fermé. Et malheureusement, on parle d'un syndrome parkinsonien dans le cadre de maladie de Parkinson, c'est un sujet âgé, donc forte chance qu'il ait un glaucome ou un adénome de prostate. Donc, et la réflexion de poser la question à votre patient. Il ne faut jamais commencer par une forme à libération prolongée, parce qu'elle est pourvoyeuse de beaucoup d'effets secondaires, notamment centrales et périphériques, et il ne faut jamais interrompre le traitement de façon brutale. Le deuxième médicament, ou le médicament principal de la maladie de Parkinson, c'est la L-Dopa.